Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Bienvenue à ce cours de commerce électronique de la 5e semaine, directement en ligne. Aujourd'hui, ce qu'on va faire pour cette 5e semaine, nous allons faire un cours sur le débogage informatique. Donc, les principaux éléments du débogage informatique. Notre but, ce n'est pas de faire de vous des techniciens informatiques aguerris. C'est tout simplement qu'en entreprise, souvent, au lieu de faire affaire avec une firme externe pour des petits problèmes informatiques, souvent, c'est le fun d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui est capable au moins de faire un petit minimum de vérification sur les ordinateurs pour être sûr que l'ordinateur peut fonctionner. Donc, il y a plusieurs petits problèmes qui arrivent des fois sur un ordinateur. Donc, c'est le fun d'être capable d'avoir confiance en quelqu'un qui peut nous dépanner à l'occasion. Donc, on commence ce petit cours de débogage sur les problèmes informatiques. Donc, débogage de base, on va commencer par vérifier les débogages de base. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire souvent qui vont nous aider à régler un petit problème qu'il y a sur un ordinateur. Donc, avant de perdre patience ou de dire que ça ne fonctionne jamais sur les ordinateurs, il y a des petites choses qu'on peut faire pour nous aider à régler ces petits problèmes-là. Perfect. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un ordinateur qui bug? Le terme connu, c'est bugger un ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur qui a un problème, qui ne fonctionne pas comme il faut, ou qui momentanément se met à bloquer sur un programme ou quelque chose comme ça. Nom de Zeus! La plupart des problèmes, pour avoir supervisé beaucoup d'étudiants qui faisaient des stages en informatique, la plupart des problèmes, tous les techniciens en informatique vont vous le dire, souvent, c'est le problème du 12 pouces. Le problème du 12 pouces, ce n'est pas un problème de sous-marin, là. Le problème du 12 pouces, c'est tout simplement un problème de l'usager. Donc, l'utilisateur de l'ordinateur, souvent, un des problèmes qu'on voit souvent, c'est que l'écran n'est tout simplement pas ouverte. Le fil d'alimentation, souvent, n'est pas connecté pour un appareil informatique ou des choses comme ça, où la personne n'a pas rentré le bon mot de passe ou le nom d'usager, ou des petits trucs comme ça. Donc, la plupart des problèmes pour les techniciens d'informatique qui ont à aider des gens, souvent, c'est un problème du 12 pouces. Le 12 pouces, ça veut dire 12 pouces en avant de l'écran. C'est la personne qui est en avant de l'écran. Moi-même, j'ai eu affaire avec un technicien à l'occasion. Puis souvent, je m'apercevais que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct. Ça permettait de régler le problème. Mais il y a évidemment des problèmes qui sont un peu plus sérieux, qui sont vraiment des problèmes reliés à la machine comme telle. Donc, le nombre de programmes qui se lancent automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Si c'est votre ordinateur personnel, même si vous allez voir des sites qui semblent toujours réguliers, qui semblent corrects, ça peut arriver des fois qu'on aille sur des sites et qui nous installent sans vraiment le vouloir des petits programmes qui se lancent au démarrage de Windows, qui vont ralentir l'ordinateur ou qui vont tout simplement faire en sorte que l'ordinateur va vraiment mal fonctionner à un certain moment donné. Perfect. Donc, faire attention aux petits programmes qui sont installés sans vraiment le vouloir, ou des fois, on va chercher un programme qui est gratuit, puis on ne s'aperçoit pas, on clique, on fait suivant, puis on ne s'aperçoit pas qu'il installe d'autres petits programmes, puis à ce moment-là, ça peut ralentir notre ordinateur. Donc, on va voir un petit peu comment éliminer ces petits programmes-là qui sont installés dans notre machine. Il y a la présence aussi de logiciels espions, des logiciels publicitaires qui font en sorte de nous amener vers une page web ou nous amener vers un logiciel qu'on ne veut pas vraiment avoir. Donc, ça aussi, ça peut ralentir aussi l'ordinateur. Il y a la présence d'un ou plusieurs virus. À ce moment-là, c'est plus contraignant parce que les virus, souvent, ça va prendre un logiciel pour les enlever. À ce moment-là, on a besoin d'un antivirus ou on a besoin d'un logiciel anti-spyware qui va nous permettre d'aller éliminer ces petits problèmes-là qu'on a sur l'ordinateur avant que ça ravage complètement l'ordinateur et qu'on soit obligé de tout réinstaller. Souvent, on va avoir besoin d'un technicien expérimenté qui va être capable d'aller régler ces problèmes-là. Et évidemment, il y a des mises à jour qui sont en attente des fois. Donc, des fois, notre ordinateur peut se ralentir un petit peu parce qu'il y a besoin d'une mise à jour. Donc, certains logiciels nécessitent des mises à jour pour mieux fonctionner, pour réparer les petits problèmes qu'il y a dans le logiciel. Donc, effectuer ces mises à jour, ça peut être une pratique plutôt adéquate là, pour faire en sorte que notre ordinateur soit dans des circonstances les meilleures pour son fonctionnement. Donc, on passe à la diapositive suivante. Que fait-on quand l'ordinateur bug? Une des premières choses à faire avant de redémarrer l'ordinateur,
c'est aller voir dans le gestionnaire de tâches de Windows. Si l'ordinateur est buggé ou bien il est ralenti, donc on doit absolument, à ce moment-là, utiliser le gestionnaire de tâches. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller utiliser le gestionnaire de tâches. Pour aller au gestionnaire de tâches, il faut appuyer, si vous êtes sur Windows, évidemment, si vous êtes sur un ordinateur Apple, ce n'est pas la même procédure. Si vous êtes sur un téléphone, il y a différents types de procédures selon la marque du téléphone, selon la version du logiciel que vous avez. Mais dans la plupart des cas, si vous êtes dans un ordinateur de type Windows, vous faites les fameuses touches CTRL, ALT, supprimer. Il faut absolument les faire en même temps. Donc, je vais appuyer, par exemple, sur la touche CTRL, ALT, puis avec ma main droite, je vais aller appuyer une fois sur la touche supprimer. Donc, vous voyez la petite image qui est là, ça nous indique un petit peu comment le faire. J'appuie une fois. Vous voyez ce qui se passe. Il y a une fenêtre qui apparaît selon la version de Windows que vous avez. Moi, j'ai la version 10 de Windows, un peu comme il y a en laboratoire au cégep. C'est à cet endroit-là que vous pouvez verrouiller votre ordinateur. Par exemple, vous voulez partir en pause. On vous suggère fortement de verrouiller votre ordinateur pour pas que vos amis, pour le fun, aillent dans votre compte. Exemple, faire des impressions, imprimer sur l'imprimante, puis ça passe dans votre compte à vous. Ou aller effacer des fichiers que vous avez déjà dans votre compte. Donc, ce serait une bonne idée, si vous partez en pause, d'aller verrouiller l'ordinateur. Autre chose qu'on peut faire, c'est s'il y a un problème, si votre ordinateur est encore en fonctionnement, est très ralenti, ou par exemple, il y a quelque chose qui bug vraiment, un programme qui a cessé de fonctionner, puis vous n'êtes plus capable de rien faire avec ce programme-là, vous pouvez aller ici dans le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches va nous faire apparaître une belle petite fenêtre comme ça, avec différents onglets qu'on va regarder un à la suite de l'autre. Okay? Le premier onglet, c'est l'onglet Processus, qui nous montre les programmes qui roulent présentement sur l'ordinateur. Donc, vous allez voir une longue liste exhaustive de tous les programmes qui roulent présentement sur l'ordinateur. Avec les différentes colonnes qui sont là, on va pouvoir voir ce qu'on va faire avec l'ordinateur. Je reviens à mon PowerPoint. Donc, si je reviens à mon PowerPoint ici, on va aller voir quels sont les différents onglets qu'on peut utiliser dans le gestionnaire de programme. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet Processus. L'onglet Processus permet de lister les processus de Windows en cours d'exécution. C'est un peu ce que je venais de vous dire en mes propres mots. Ça inclut les applications que vous avez démarrées ou qui sont lancées au démarrage de Windows, mais aussi les processus système de Windows. Donc, il faut faire attention. Si on va dans cette partie-là, il y a des programmes qu'on ne doit pas détruire. On ne peut pas supprimer certains programmes parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de Windows. Donc, il faut prendre nos précautions, aller voir vraiment les programmes qui causent un bug ou un problème, un ralentissement du système. Et on peut à ce moment-là supprimer le programme qui cause un problème puis continuer à travailler sur notre machine. On dit pour chaque processus, vous avez 4 colonnes qui donnent l'activité du CPU, du processeur. Donc, si par exemple, il y a un programme qui prend beaucoup de ressources, qui prend beaucoup de temps du processeur, bien, vous allez le voir à ce moment-là. Il va apparaître souvent en rouge si l'activité est trop élevée. Aussi, on a la quantité de mémoire dont l'application a besoin pour fonctionner. On a aussi l'activité du disque lorsque celle-ci est écrit ou lit des fichiers. Donc, si vous avez un programme qui est en train d'écrire sur l'ordinateur ou qui est en train de lire quelque chose, on va voir s'il y a beaucoup d'entrées et sorties. Donc, s'il fonctionne vraiment à la répétition. Vous avez l'utilisation du GPU qui n'est pas là par défaut, mais on peut voir si vous avez un programme, par exemple, un jeu vidéo qui bug, mais qui utilise tout le processus de votre carte graphique. Le GPU, c'est un peu la carte graphique. Donc, ce qui se passe, par exemple, ce qui est envoyé à l'écran, vous avez souvent des jeux vidéo là, qui sont lancés et qui roulent en arrière-plan puis qui utilisent tout le temps de la machine pour l'utilisation de l'écran. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va voir dans cette petite fenêtre-là. On vous dit dans cette diapositive-là qu'en un seul coup d'œil, vous pouvez donc voir quel processus peut avoir une activité anormale. C'est-à-dire qu'il sollicite constamment le CPU ou bien qu'il utilise trop de mémoire. D'autant que si le niveau est élevé. Sur Windows 10, le gestionnaire de tâches affiche la colonne en gras et la place en haut de la liste s'il y a un problème, par exemple, avec un processus. Le gestionnaire de tâches permet aussi de forcer l'arrêt d'un processus en cours d'exécution. Donc, si on regarde ici une petite fenêtre qui nous montre un petit peu là, une apparence de processus qui est ici.
Par exemple, si vous avez un processus, par exemple, qui prend beaucoup, beaucoup de temps sur le disque dur, vous voyez ici, il est en orange, 80,3 %. Donc, ça veut dire que vraiment, ce processus-là, on devrait peut-être l'arrêter ou, si c'est normal, on voit aussi le processeur qui est utilisé à 28 %, la mémoire vive de l'ordinateur qui est utilisée à 52 %. On voit le pourcentage de chacune des applications, qu'est-ce qu'elle prend comme pourcentage de temps de machine. Donc, on peut, par exemple, si vous arrivez dans une entreprise, il y a quelqu'un qui a un problème informatique, il a été sur un site web, puis là, ça tourne en rond ou il se passe quelque chose, la personne ne sait plus quoi faire. En faisant un petit contrôle Alt supprimé, vous allez dans le gestionnaire de tâches. Même si l'ordinateur est buggé, souvent, le gestionnaire de tâches va avoir priorité puis va apparaître sur votre machine. Donc, si je retourne, moi, dans mon gestionnaire de tâches, comme ça, OK, là, je vois, par exemple, ici, le logiciel de capture vidéo qui prend beaucoup de consommation de l'ordinateur. C'est normal, je suis en train de faire une capture vidéo. Puis, il y a d'autres logiciels aussi qui prennent un peu de ressources système. Donc, si jamais j'avais un système, par exemple, qui me causait un problème, je pourrais tout simplement cliquer bouton droit de la souris comme ça, puis venir faire fin de tâche. Je vous avertis, dans le laboratoire de cette semaine, vous allez avoir un petit laboratoire qui va être plutôt des exercices que je vais vous demander de faire. Ça ne comptera pas pour des points, mais vous allez devoir, par exemple, lancer un processus, utiliser le gestionnaire de tâches comme ça pour aller mettre fin à des tâches. Comme par exemple ici, l'utilisation de mon Firefox, mettons, il causerait un problème. Je pourrais cliquer avec le bouton droit de la souris sur mon Firefox, puis venir cliquer sur fin de tâche. Ça oblige l'ordinateur à mettre fin à l'application. Donc, l'application va se terminer. Si c'est une application qui cause un problème à l'ordinateur, à ce moment-là, ça va faire en sorte que cette application-là va être terminée. Si ce n'est pas trop buggé, en tout cas, on pourrait réussir souvent à dépanner quelqu'un comme ça. Donc, je reviens à mon PowerPoint ici. A few moments later. Je reviens à mon PowerPoint ici. Donc, on vous montre ici, par exemple, si vous cliquez bouton droit de la souris, exemple, moi, j'avais un processus, par exemple, qui prenait un peu trop de ressources système, un peu trop de mémoire, où le processeur était complètement utilisé par ce processus-là. Je pourrais venir faire fin de tâche ici, en cliquant avec le bouton droit de ma souris. Perfect. On continue avec les autres onglets. Sur le gestionnaire de tâches de Windows, vous pouvez ajouter des colonnes par un clic droit sur les colonnes. Comme par exemple, je vais retourner ici à mon gestionnaire de tâches. En allant sur mon gestionnaire de tâches, dans la première élément ici, regardez, je vais l'agrandir, je pourrais ajouter des colonnes. Par exemple, si je veux savoir si une application utilise trop ma carte vidéo, je clique avec le bouton droit de la souris dans le haut de mes colonnes comme ça, et je peux faire afficher différentes colonnes. Comme par exemple le processeur graphique. Je clique là-dessus. J'ai une colonne ici maintenant pour mon processeur graphique qui me montre mes différentes applications, à quel point il utilise le processeur graphique. Si on regarde dans mon cas ici, évidemment, j'ai mon logiciel de capture vidéo qui prend beaucoup plus de processeur graphique parce qu'il enregistre toutes les images de ma séquence présentement. Donc, on voit ça. On peut cliquer souvent dans le haut de la colonne pour faire un tri, pour voir en haut ce qui prend le plus du processeur graphique. Même chose pour la mémoire de mon ordinateur. Je pourrais cliquer sur la colonne mémoire pour voir qu'est-ce qui prend le plus de mémoire présentement. C'est mon PowerPoint. Ce qui utilise le plus mon processeur d'ordinateur, je fais un tri là-dessus. C'est mon logiciel de capture vidéo qui prend présentement le plus de mon processeur. Donc, on voit ici, par exemple, là, un petit peu d'orangé, un petit peu de rouge. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps de ma machine présentement. Donc, je reviens à mon PowerPoint. On a aussi un autre onglet qui s'appelle l'onglet Performance, qui permet d'aller voir la performance de la machine présentement. Donc, si vous avez un problème avec un logiciel, vous pouvez aller voir pourquoi votre ordinateur est ralenti. Donc, l'onglet Performance du gestionnaire de tâches permet de suivre l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque dur, ou ça peut être un problème de réseau. Si jamais votre réseau est trop lent, vous allez pouvoir voir à cet endroit-là si, par exemple, il manque de bande passante pour le réseau, si jamais votre réseau n'est pas assez performant. Donc, c'est un onglet qui est extrêmement utile pour détecter des anomalies, et notamment l'utilisation des ressources système anormales pouvant provoquer des lenteurs de Windows. Donc, si je retourne, je vais cliquer ici, on va voir une petite fenêtre qui nous le montre. Donc, vous avez tout simplement l'onglet Performance qui nous permet de voir le processeur, un petit graphique. Mettons, vous pouvez reculer de quelques secondes pour voir, ah oui, quand j'ai utilisé ce logiciel-là, il y a eu un pic dans l'utilisation de mon processeur.
Même chose pour la mémoire, l'utilisation du disque, l'utilisation d'Ethernet. Si vous avez un réseau sans fil, vous l'avez à ce moment-là. Donc, si je retourne dans mon gestionnaire de tâches, on va voir, par exemple, ici, mon onglet Performance. Si je clique sur mon onglet Performance, regardez les pics que j'ai. J'utilise présentement là, le logiciel de capture vidéo. Il y a des endroits où vraiment, là, il va vraiment là, dans le haut d'utilisation du processeur. Même chose pour la mémoire. Ici, regardez, j'ai une utilisation de mémoire qui est assez linéaire. Donc, je n'utilise pas beaucoup ma mémoire. Je l'utilise peut-être à moitié de sa capacité. J'ai aussi un disque, l'écriture ou la lecture sur mon disque, regardez, c'est assez tranquille. Pour ce qui est d'Internet, j'ai absolument rien parce que je suis en connexion sans fil. Si je vais voir la connexion sans fil, regardez, j'ai des pics là, comme ça d'utilisation de mon processeur. Pas de mon processeur, mais je veux dire de ma connexion sans fil, mon Wi-Fi. Donc, je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Je peux aller voir aussi l'utilisation de ma carte graphique. Donc, j'ai le 3D ici, j'ai la différente utilisation de ma carte graphique. Donc, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas vraiment de problème pour l'utilisation de ma carte graphique. Ça répond très bien aux besoins. Donc, je retourne dans ma présentation PowerPoint qui est ici. Donc, ça, c'est l'onglet Performance. Il y a l'onglet Démarrage aussi. OK, là, je pèse sur Pause. J'espère que je n'ai pas trop endormi de gens avec les 2 premiers onglets. J'attire votre attention sur l'onglet Performance, l'onglet Démarrage, je veux dire, parce que l'onglet Démarrage, lui, c'est tous les petits logiciels qui sont démarrés quand vous ouvrez votre ordinateur, quand vous ouvrez votre Windows. Donc, l'onglet Démarrage permet de désactiver des applications qui se lancent lors de l'ouverture de Windows. Cet onglet n'est disponible que depuis la version 8 et la version 10 de Windows. Avant, on devait aller dans un petit programme qui est MS Config. Je n'aurais pas suggéré à des gens qui ne sont pas des techniciens en informatique d'aller jouer dans MS Config. Mais maintenant qu'il fait partie là, de l'onglet Démarrage, on peut aller voir certains petits logiciels, certains petits programmes, certaines petites applications qui sont démarrés quand l'ordinateur ou quand votre système d'exploitation Windows est démarré. Souvent, j'ai des gens dans ma famille qui me posent des questions. Pourquoi mon ordinateur ralentit? Quand je l'ai eu, il était très performant, mais là, mon ordinateur est ralenti. Peut-être qu'il y a des petits logiciels qui ont été installés qui vont ralentir votre ordinateur. Vous ne le savez même pas, mais des fois, au démarrage de Windows, il y a des petits logiciels qui sont démarrés. Donc, vous pouvez aller à cet endroit-là. On dit que pour désactiver un programme de démarrage de Windows, faites un clic droit, puis sur Désactiver. L'onglet Démarrage est donc très utile pour optimiser Windows. All right, all right, all right. Donc, on va voir ici la petite fenêtre avec des processus qui sont là à l'ouverture de Windows. Il y en a plein là-dedans qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'ordinateur. Donc, il ne faut pas les désactiver. Donc, vous prenez une chance en désactivant quelque chose là-dedans de faire en sorte que votre ordinateur fonctionne un petit peu moins bien. Là, on vous dit dernier temps de démarrage du BIOS, ça a pris 6,1 secondes. Ça, c'est ce que ça a pris comme temps pour démarrer toutes ces petites applications-là. Comme je vous le disais, dans l'onglet démarrage, en résumé, il faut faire attention. S'il y a des programmes, vous êtes vraiment certain qu'ils peuvent causer un problème à votre système, vous pouvez tout simplement les désactiver. Donc, moi, il y a certains programmes que j'ai désactivés. Comme par exemple ici, vous voyez Epic Game Launcher. Ça a rapport avec les jeux vidéo. Je ne sais pas qui a installé ça sur mon ordinateur. Non, j'en ai un petit doute. Mais ça pouvait prendre des ressources de mon système au démarrage. Donc, je l'ai tout simplement cliqué, puis je vais le désactiver pour que ça prenne moins d'espace dans ma machine, ça prenne un petit peu moins de mémoire. Puis, si jamais vous avez des programmes malveillants comme ça qui s'installent au démarrage de votre ordinateur, vous pouvez aller les désactiver comme ça. Faire en sorte qu'ils ne démarrent pas automatiquement quand vous démarrez votre ordinateur ou votre système d'exploitation Windows. Donc, ça pourrait peut-être moins ralentir votre ordinateur. Souvent, ce qui arrive avec le temps, il y a plein de petits programmes comme ça qui s'installent au démarrage de l'ordinateur, puis ça peut ralentir votre système. Donc, ça, c'est une des situations où on peut aller désactiver des programmes malveillants qui apparaissent au démarrage de l'ordinateur. Donc, si on continue, vous avez aussi l'onglet Utilisateur qui permet de voir les utilisateurs qui utilisent votre machine. Donc, à ce moment-là, normalement, il y a juste un utilisateur qui utilise la machine en même temps. Sauf que si vous utilisez le Windows à distance. Donc, les connexions à distance pourraient faire en sorte qu'il y ait deux utilisateurs qui utilisent le même ordinateur. Par exemple, au Cégep, on vous a suggéré peut-être de vous connecter
à distance à un ordinateur d'un laboratoire. À ce moment-là, on pourrait avoir un problème de 2 personnes qui se connectent en même temps. Ça pourrait ralentir l'ordinateur aussi. Ça pourrait faire en sorte que l'ordinateur soit moins performant s'il y a plus qu'un utilisateur. Il y a l'onglet Services. L'onglet Services, comme son nom l'indique, permet de gérer les services de Windows. Donc, c'est des services qui sont souvent essentiels au bon fonctionnement de Windows. Donc, vous pouvez aller voir à cet endroit-là les services de Windows qui sont démarrés. Mais je ne vous suggère pas, à moins qu'un technicien vous ait indiqué quel service aller désactiver. À ce moment-là, par vous-même, à moins de connaître vraiment les services de Windows, je ne vous suggère pas d'aller désactiver des services de Windows qui sont dans cette fenêtre-là. Donc, vous voyez quelques services de Windows ici là, qui sont en cours d'exécution, d'autres qui sont arrêtés, etc. Donc, vous pouvez quand même aller fouiller là-dedans, mais à moins de connaître exactement quel service aller supprimer, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller jouer dans les services de Windows. Ensuite de ça, autre chose qu'on peut faire quand on a un problème avec notre ordinateur, évidemment, c'est d'aller chercher de l'aide en ligne sur Windows. Donc, il existe un site web de Microsoft qui permet d'aller chercher de l'aide en ligne. Donc, si jamais, je vous ai mis le lien vers le site français. Donc, si je clique dessus, puis on va voir le site français d'aide de Windows, vous avez le support technique. Vous pouvez tout simplement indiquer quel est votre problème ici. Puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir fouiller dans l'aide de Windows. Même les techniciens les plus aguerris, des fois, ne sont pas capables de solutionner tous les problèmes. De temps en temps, on va fouiller sur des sites comme ça pour avoir de l'aide selon les caractéristiques du problème qu'on a sur l'ordinateur. On peut trouver quand même pas mal de solutions dans l'aide en ligne de Windows. Une autre possibilité, ce serait aussi d'aller chercher de l'aide à partir de la barre des tâches de Windows. Donc, vous avez juste à entrer une question ou des mots-clés dans la zone de recherche de la barre des tâches pour trouver une application, pour trouver des fichiers ou des paramètres ou obtenir de l'aide sur le web. Donc, démonstration. Si je retourne dans mon Windows, je peux tout simplement cliquer ici en bas à gauche sur le bouton Démarrer. Donc, en cliquant sur le bouton Démarrer, j'ai juste à saisir au clavier quelque chose que je cherche, par exemple. OK? Donc, par exemple, si je cherche quelque chose sur la COVID, je peux cliquer COVID ici. Puis, étant donné qu'il n'y a pas d'application COVID sur mon ordinateur, il va me renvoyer vers Internet sur des sites web qui parlent de la COVID. Je pourrais tout simplement ici aussi, mettons, je cherche un programme sur mon ordinateur, je pourrais taper par exemple Word. Il va m'amener vers l'application Word de Microsoft Office que j'ai sur mon ordinateur. Ou sinon, sur des liens Internet qui vont m'aider avec le mot Word. Donc, je pourrais chercher une application, chercher tout simplement un petit programme qui est sur mon ordinateur que je ne trouve pas, ou je pourrais tout simplement taper des mots pour m'aider, des choses que j'aurais besoin de faire sur mon ordinateur. Dans la barre des tâches, ça peut toujours nous dépanner. Donc, l'important, c'est de trouver des endroits où on peut se faire aider par le biais de la barre des tâches ici. Je peux aller trouver des choses qui vont m'aider sur l'ordinateur. Donc, vous avez le petit affichage ici là, de ce que ça donne dans l'apparition quand on tape des mots sur la barre des tâches de Windows. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est sauvegarder nos données de Windows. Ça serait peut-être une bonne habitude sur votre ordinateur personnel ou sur l'ordinateur des membres de votre entreprise, de faire des sauvegardes régulièrement. C'est possible de sauvegarder sur le cloud, sur l'info nuagique, donc de faire un dispositif qui permet de se connecter, par exemple, là, à notre Drive, si on a un compte Microsoft avec Office 365, comme vous avez avec le Cégep. Donc, ça pourrait être cool de se connecter à ça, mais ça pourrait être cool aussi de faire un enregistrement, par exemple, sur une clé USB ou sur un disque dur externe de nos données. Donc, ça, c'est possible de le faire. On a tout simplement à aller dans la barre des tâches, aller dans les paramètres de l'ordinateur. Puis à ce moment-là, dans les paramètres de l'ordinateur, vous allez pouvoir cliquer sur « Mise à jour de sécurité ». En cliquant sur « Mise à jour de sécurité », vous allez avoir une partie qui est « Sauvegarde ». En cliquant sur « Sauvegarde », vous allez pouvoir ici cliquer sur, si c'est un disque dur externe ou une clé USB, vous allez pouvoir ajouter un lecteur et vous allez pouvoir cliquer sur « Sauvegarder ». Donc, petite démonstration. Je vais aller tout simplement ici sur mon menu Démarrer. Dans le menu Démarrer, vous avez la petite roue de paramètres qui apparaît ici, la petite roue dentelée. Donc, vous cliquez sur Paramètres. Vous allez ici, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais vous pouvez ralentir la vidéo, sur Mise à jour de sécurité dans les paramètres de Windows. Dans les paramètres de Windows, vous avez ici Sauvegarde.
vous cliquez sur sauvegarde. Moi, ici, dans mon cas, j'ai déjà ajouté ma clé USB, mais vous pourriez ajouter ici un disque dur ou une clé USB en supplémentaire. Je clique sur plus d'options, puis je vais aller pouvoir faire ma sauvegarde ici sur ma clé USB flash. Donc, je pourrais tout simplement cliquer là-dessus et commencer ma sauvegarde. Donc, dans mon cas, je ne vais pas le faire là, parce que ça prendrait une certaine quantité de temps, mais vous pourriez sauvegarder à partir de là. Je retourne à ma présentation PowerPoint. OK. Ce qui serait possible de faire aussi, c'est un point de restauration. Si jamais votre ordinateur a un problème majeur et arrête de fonctionner, ça serait vraiment le fun d'avoir fait un point de restauration. Donc, il va faire une sauvegarde de votre système informatique. Vous allez pouvoir revenir à un point de restauration que vous avez déjà fait quand votre ordinateur allait bien, puis redémarrer l'ordinateur à un moment donné où votre ordinateur fonctionnait parfaitement. Donc, faire des points de restauration, c'est une bonne façon aussi d'éviter les bugs. Ça ne va pas permettre de les éviter. Ce que je viens de dire là n'a pas d'allure, mais ça va vous permettre que si vous avez des problèmes majeurs avec votre ordinateur, de revenir au moment donné où l'ordinateur fonctionnait bien. Puis à ce moment-là, de repartir l'ordinateur avec des bonnes données, avec des choses qui fonctionnent bien. Donc, si on va faire un exemple de point de restauration, on va tout simplement aller dans le petit menu démarrer de Windows. On va cliquer ici. Attendez un petit peu. On va tout simplement cliquer sur le menu démarrer de Windows ici. Je vais écrire tout simplement avec ce qu'on a appris tout à l'heure, point de restauration. Puis il va me suggérer créer un point de restauration. Je vais aller tout simplement dans protection du système ici. Vous voyez ici, je peux faire une restauration, un point de restauration sur mon disque local, mon disque dur C, ou je pourrais le faire sur un disque externe. Par exemple, ici, j'ai mis un disque dur externe ici. Donc, j'ai connecté à mon ordinateur. Je pourrais aller tout simplement activer en cliquant sur Configurer, activer mon petit disque. Je vais cliquer sur Activer. Je vais mettre une quantité d'espace que je pourrais faire ici, par exemple. Cliquer sur OK. À ce moment-là, je pourrais cliquer sur Créer un point de restauration. Donner un nom à mon point de restauration. Je vais marquer, mettons, Cours Sécurité. Puis à ce moment-là, créer un point de restauration. Donc, il va créer un point de restauration sur mon disque dur externe ici. Donc, si jamais, dans 2 semaines, j'ai un problème majeur avec mon ordinateur, je pourrais tout simplement revenir à ce point de restauration-là qui est sur mon disque dur externe, puis replacer l'ordinateur dans un état où il était il y a 2 semaines, c'est-à-dire probablement fonctionnel. Donc, on me dit, si ça n'a pas été tellement long, il a fait un point de restauration sur mon disque dur externe. Donc, je pourrais toujours cliquer sur Restauration du système, puis revenir chercher le point de restauration qui est sur mon disque dur externe. Donc là, je ne le ferai pas pour ne pas restaurer mon système à cette situation-là, mais vous voyez que c'est quand même assez facile de le faire, puis s'assurer que le lecteur sur lequel vous voulez envoyer votre restauration soit activé, ici comme ça. Vous pouvez mettre des points de restauration automatiques en cliquant sur Configurer, puis mettre des points de restauration automatiques. Perfect. Donc ça va pour le point de restauration. Si on continue aussi, il y a les connexions au réseau du Cégep. Donc, vous avez plein d'outils au Cégep qui vous permettent de vous connecter soit à Microsoft Office 365. Votre inscription au Cégep vous permet d'avoir accès au lecteur réseau du Cégep, vous permet d'avoir aussi accès à Omnivox, avoir accès à Office 365. Donc, vous avez tout ça sur le site web du Cégep Lévis-Lauzon. Si je clique ici sur le lien, ça va m'amener à une page du service informatique. Au Cégep, on a un service informatique qui s'occupe vraiment de tout l'informatique du Cégep. C'est un peu différent du département d'informatique. C'est vraiment le service informatique qui s'occupe de tous les laboratoires, de tous les ordinateurs qui sont dans le Cégep de Lévis-Lauzon. Donc, si on regarde, vous avez par exemple, tous les étudiants qui sont inscrits au Cégep ont un courriel. C'est important, ce numéro de courriel-là, parce que ça va vous permettre aussi d'accéder, par exemple, à Office 365. Donc, par défaut, c'est votre numéro d'étudiant, votre numéro DA, A-commercial, cll.qc.ca. Puis votre mot de passe, normalement, ça devrait être votre date de naissance, comme c'est écrit ici, DA avec année. Mettons 1999. Mois, mettons 03 pour le mois de mars. Jour, mettons 05 pour le jour de votre naissance.
Donc, après vous être connecté, souvent sur Omnivox, on va vous demander de changer votre mot de passe. On va vous demander d'utiliser un minimum de 8 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un caractère numérique. Donc, prenez en note comme il faut votre mot de passe. Vous allez en avoir de besoin souvent, soit pour aller sur Omnivox pour vos messages, soit pour aller faire du Word, du Excel, du Office 365. Aller, par exemple, sur la plateforme Team pour voir les vidéos, pour voir les laboratoires qui sont en ligne, etc. Donc, vous avez différentes procédures, comment accéder à votre courrier Outlook avec votre adresse. Puis ensuite de ça, ben, vous pouvez aller utiliser Office 365 en ligne. Vous avez aussi des répertoires sur le réseau. Il y a peut-être des professeurs qui vont vous mettre des documents sur le réseau. Donc, il y a différents lecteurs disponibles sur le réseau. Vous pouvez y avoir accès à distance ou quand vous êtes dans le cégep, quand vous allez dans le gestionnaire de fichiers, vous allez voir des lecteurs réseau apparaître. Donc, ça se peut qu'il y a des profs qui vous demandent de remettre des travaux là-dessus ou il y a des profs aussi qui vont vous donner des travaux là-dessus. Donc, comment y accéder au cégep? C'est simple. Vous allez dans le gestionnaire de fichiers puis les lecteurs sont là. Par contre, si vous êtes à distance, il faut à ce moment-là aller dans Omnivox. Donc, si vous allez dans Omnivox, je vais me connecter à mon portail Omnivox. Donc, quand vous êtes dans le portail Omnivox, vous êtes sûrement habitué depuis le début de votre entrée au cégep d'aller chercher des choses dans le portail Omnivox. Vous allez aller tout simplement ici dans Mes services. Vous avez Mes fichiers. Vous pouvez aller cliquer sur Mes fichiers. Vous allez voir les lecteurs réseau qui apparaissent ici. Les lecteurs réseau, quand vous pouvez y accéder à partir de la maison. Comme par exemple, souvent, il y a des enseignants qui vont vous mettre des travaux disponibles sur le disque J. Donc, si je vais sur le J, Doc, moi, mon département, c'est le département d'informatique. Donc, souvent, je vais aller voir, par exemple, des travaux. On va aller placer des travaux à cet endroit-là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez récupérer les travaux. Il y a des fois, vous allez devoir remettre des travaux à cet endroit-là aussi. Donc, certains enseignants. C'est de moins en moins utilisé parce que la plupart des professeurs vont utiliser maintenant Office 365. Vous avez à avoir le compte Drive qui vous permet d'enregistrer des données là-dessus et de les partager avec des étudiants ou avec vos collègues du cégep. Donc, les deux possibilités existent. Donc, vous pouvez aller sur le réseau, aller chercher des documents ou tout simplement aller nous porter des documents sur le réseau. Donc, la plupart du temps, vous allez avoir le disque J qui nous permet, par exemple, d'aller enregistrer des documents ou vous allez avoir un autre lecteur qui vous permet tout simplement d'aller chercher les documents qu'un enseignant veut vous laisser à cet endroit-là. Ensuite de ça, je reviens au PowerPoint. Je vous ai mis enfin ici toutes les références que j'ai utilisées pour le cours. Vous allez avoir un laboratoire à faire là-dessus. Le laboratoire, évidemment, est basé sur le fait que vous avez probablement un ordinateur avec Windows. Le laboratoire va être plus difficile à faire si vous êtes sur un autre système d'exploitation comme Linux ou comme sur un Mac. Mais sinon, au cégep, vous pouvez aller dans les laboratoires du cégep pour faire le laboratoire avec les ordinateurs du cégep. Donc, je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, si tout va bien, les cours devraient être en présence. Mais cette semaine, vous avez cette petite vidéo-là pour la partie théorique. Puis, je vais vous mettre aussi sur le réseau le laboratoire qui est à faire pour cette semaine. Le laboratoire, cette semaine, c'est un exercice. Il ne compte pas pour des points. C'est tout simplement un exercice que vous allez avoir à faire pour vous habituer avec le petit dépannage informatique. Ça ne sera pas un exercice qui va être très, très complexe. Un peu de recherche sur Internet, un peu de gestionnaire de tâches, un peu d'aller chercher des fichiers, des documents comme ça. Donc, si jamais vous avez des questions, je devrais être disponible pendant les heures de laboratoire sur Teams, comme à l'habitude. Je vais vous envoyer un MIO pour vous rappeler toutes ces informations-là. Donc, je vous remercie pour votre attention et bonne semaine à tous. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.